Ça fait à peu près 8 ans que je m'efforce de faire des films documentaires qui abordent des thématiques écologiques. Est-ce que c'est maintenant le moment de faire des choix pour la vie? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette vie? Parce qu'elle est courte, elle est précieuse. Avant cela, j'étais monteur vidéo. Et en fait, arrivé en 2013-2014, j'ai traversé une forme de crise de sens. Je travaillais pour des programmes télé pour lesquels je n'étais pas forcément en accord avec la ligne éditoriale. Et je me sentais un petit peu dépendant, voilà, de ce que voulaient les rédacteurs en chef, la case du programme, etc. Et quand j'ai entendu parler de financement participatif et de films documentaires autoproduits et qui là abordaient des thématiques fortes comme la reconnexion vivant, l'autonomie, etc. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Donc finalement, j'ai pris à cœur mon rôle de citoyen, de mettre en lumière, de mettre en avant, de donner envie autour de l'écologie, de la rendre plus visible. Et donc j'ai produit et réalisé un film sur la permaculture qui est sorti en salle en 2017, qui s'intitule L'éveil de la permaculture. Et suite à la réussite, du succès, la rencontre avec le public, j'ai décidé de poursuivre cette aventure. Et donc j'ai trouvé une nouvelle thématique, un nouveau concept écologique qui pour moi est primordial, donc les low-tech, et qui fait l'objet d'un second film et qui sort en salle, qui vient de sortir en salle, qui est sorti en salle le 7 juin 2023. Donc si les comptes sont bons, 6 ans plus tard, voilà, il faut du temps aussi pour s'imprégner d'un sujet, le réaliser et surtout le produire, parce que c'est pas facile de trouver les financements, mais voilà, j'en suis là, donc 2 films et puis j'espère d'autres à venir. Je suis curieux, en tout cas tu dis j'ai pris à cœur mon rôle de citoyen, c'est comme ça que tu as dit. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es animé de te sentir une mission? Ouais, on peut le dire, ouais, j'ai presque pris comme une mission après de mon jeune âge, hein, j'ai démarré, j'avais 26-27 ans. Ben, je dirais que c'est mon origine familiale, j'ai grandi en tout cas dans des alternatives politiques. J'ai baigné en gros du cinéma militant. Mes parents sont exploitants de salles et animent un réseau de circuits itinérants dans les villages. Ils organisent aussi des festivals et ils sont assez actifs aussi sur le front aussi de l'éducation à l'image. Et donc moi, forcément, je me suis imprégné de tout ça. J'ai découvert un cinéma éclectique très riche, et notamment le cinéma documentaire. J'ai assisté à de nombreux ciné-débats alors que j'avais à peine 18 ans. Et je crois que donc j'avais déjà cette envie de... Et puis j'avais une caméra entre les mains, j'avais à peine 10 ans. Je me suis mis à faire des films, des courts-métrages avec les copains. Donc déjà j'avais cette fibre-là du cinéma, du documentaire, et en même temps, je disais, une origine familiale très engagée, très ancrée à gauche sur des thématiques sociales, humaines, humanistes. Et en fait, je pense que c'est un peu la réunion des deux, et cette nécessité, je disais, de montrer un petit peu les solutions écologiques, parce que j'ai pris conscience aussi des risques d'effondrement des systèmes humains et du monde vivant dans son ensemble. Et donc la réunion de tout ça a fait que voilà, je me suis dit, je participe un petit peu à ça. Je me suis senti aussi un peu complice du fait qu'on allait tous dans le mur. Et donc j'ai pris mon courage à 2 mains. Et surtout, c'est tombé un moment dans ma vie où j'avais du temps. J'avais un petit peu d'argent puisque j'ai commencé à travailler jeune. J'étais parisien. Et je me suis dit, voilà, je vais donner du sens à ma vie. Je vais prendre mon courage et je vais aller faire mes films. Et j'ai choisi des alternatives concrètes, écologiques. Et finalement, en l'espace de quelques jours, j'ai pris cette décision de faire ce projet-là. C'était il y a presque 10 ans. Et aujourd'hui, j'en suis là. Ça a transformé ma vie, quoi. Il y a eu des difficultés dans cette démarche. Et s'il y en a eu, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas eu raison de toi ? Il y a eu des difficultés, surtout financières, en premier lieu. Parce que en fait, faire des films comme ça nécessite quand même un tout petit peu d'argent. Puis surtout, ça nécessite d'avoir un salaire pour pouvoir en vivre décemment. Et je dois dire que Alors déjà, quand j'ai initié le premier projet sur la permaculture, j'ai rencontré d'autres copains des milieux du monde de l'audiovisuel à Paris qui m'ont dit moi j'y vais pas, je sais qu'il n'y a pas d'argent, donc laisse tomber, ça marchera pas. Et bon, moi, comme je disais, j'avais 26-27 ans, j'avais mis un petit peu d'argent de côté, donc je me suis dit c'est pas grave, je m'en fous s'il n'y a pas d'argent. L'objectif, c'est le message, c'est la mission que je m'étais portée. Et donc oui, en l'espace de 8 ans, ça génère
peu d'argent, voire pas du tout. Il n'y a pas un salaire, c'est pas une activité économique rentable de faire des films pour le cinéma et qui parlent d'écologie. En tout cas, peut-être pour certains, mais pour ma part, c'est pas le cas. Donc c'est vraiment, comme je disais, une action citoyenne, militante. Et malgré tout, j'ai un système économique qui me permet à côté de continuer à travailler, notamment pour la télévision. Et c'est ça qui me permet, d'une façon un peu intelligente, de continuer à poursuivre cette activité. Après, j'ai pas vraiment connu de frein idéologique, personne m'a mis vraiment des bâtons dans les roues. Je me suis juste aperçu qu'il y avait des outils pour être autonome. Je parlais du financement participatif, mais 2 films, je les ai produits grâce à ça, en partie en tout cas. Combien t'as récupéré ? Le premier film, c'est environ 18 000 €, le second, environ 60 000 €. Donc c'est quand même des sommes qui permettent d'avancer. C'est pas suffisant, hein. J'ai eu besoin d'autres apports financiers, mais donc voilà, l'adversité elle est là, et elle est aussi peut-être quand même elle est peut-être idéologique, en tout cas elle est culturelle. C'est le format, c'est-à-dire ou les codes. Je me suis aperçu qu'en télévision il y avait des cases, que c'était très formaté, et finalement quand je m'en suis échappé, j'ai retrouvé une grande marge de manœuvre, j'ai pu m'exprimer en toute liberté. Mais en même temps, je n'ai pas obtenu les financements parce que je ne répondais pas au code du documentaire cinéma. Et là aussi, il y a une forme de formatage. Et donc, on est aussi contraint. Voilà, ça demande plus de temps, c'est plus laborieux, il faut mieux préparer ces sujets, les écrire, aller chercher des financeurs, etc. C'est tout un parcours du combattant. Et pour atteindre la salle de cinéma, il y a une multitude d'étapes à franchir. Donc, c'est un combat. C'est un combat. Et tu évolues dans ta manière d'être militant avec cette expérience de 2 films déjà. Tu vas aborder le 3e d'une manière différente ou tu continues pareil ? Il y a une maturité intellectuelle, idéologique. Comme je disais, j'ai démarré il y a quasiment 10 ans. Je n'avais pas forcément lu tous les bouquins. C'est toujours pas le cas aujourd'hui, mais disons que je suis peut-être mieux informé. Et en fait, le moment de la rencontre avec le public, ça m'enrichit. J'ai pas seulement des témoignages, j'ai aussi des références de livres, de films. Je me rends compte que les réalités sont différentes d'un territoire à un autre, d'un public à un autre. Il se trouve que je vais parfois présenter mes films au contact des entreprises, des élus, des plus jeunes, des collégiens, des lycéens. Donc à chaque fois, j'ai des retours, des perspectives différentes. Donc je me nourris de tout ça. Donc forcément, en l'espace de quelques années, j'aborde les sujets différemment. Et peut-être aussi d'un point de vue artistique et technique, j'apprends, je m'améliore. Donc tout n'est pas parfait aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est que, un peu à l'image des personnages de mes films qui disent voilà, je suis en perpétuel recommencement, j'apprends au quotidien et je me questionne aussi. Moi-même en tant que cinéaste, je me questionne sur ma pratique du cinéma et je me questionne sur les sujets que je défends. Et il se trouve que par exemple, je peux avoir un regard autocritique sur le premier film, que j'ai trouvé en fait en le revoyant aujourd'hui trop militant, trop dans sa bulle, qui exclut une partie du public. Et là, mon ambition, c'était d'ouvrir un petit peu, d'être peut-être toujours avec une forme de subjectivité, évidemment, parce que je choisis un sujet, je choisis mes personnages, mais de dire peut-être les choses d'une façon plus subtile, moins affirmée. Ça, c'est très stratégique, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est la bonne approche. L'idée, c'est de fédérer les gens, c'est pas d'opposer les gens, tout en continuant à dénoncer. C'est intéressant, en tout cas, Barnabé, il est vraiment dans cette idée de faire de la propagande pour amener la décroissance de façon joyeuse et en effet sous le ton de l'humour. Je trouve que c'est une bonne approche. J'avoue que finalement, en l'ayant côtoyé, je l'ai un peu fait dans mon film, par petites touches au début. Enfin, voilà, il y a une forme de légèreté, puis les choses deviennent un peu plus graves au fur et à mesure et les choses sont dites et pas forcément toujours avec le grand sourire et avec une forme de naïveté. Je dirais que ma touche, non, c'est pas l'humour, c'est pas la légèreté. Je laisse ça au monde des youtubeurs, en fait. Je trouve que on peut aborder un sujet, pas forcément frontalement et de façon grave et triste, mais l'aborder de façon sérieuse, ça, je crois que ça restera un petit peu ma patte, quoi. Je pense que c'est le moteur même de mon action de documentariste, c'est de montrer les initiatives positives et de donner envie, donc de favoriser un effet d'entraînement, d'exemplarité, que les gens se disent ok, ça m'a l'air quand même faisable, ça m'a l'air accessible, ou même d'un point de vue réaliste, on se dit bon, ces gens-là sont peut-être
exemplaire sans aller très loin dans le processus, mais au moins me nourrir un petit peu de tout ça, quoi. Et donc j'ai quand même moi la conviction, comme Wim Wenders le disait et comme plein de cinéastes aujourd'hui le disent, et notamment les documentaristes, que le cinéma a un pouvoir d'influencer le monde. Et ça c'est riche, ça c'est très fort, parce que, et même aussi, finalement, en prenant la parole à la fin d'un film, au cours d'un ciné-débat, on influence, on a un pouvoir sur les gens. Et je pense que ça c'est intéressant, en tant que cinéaste, de se dire qu'on a la capacité d'inverser un petit peu le cours des choses, de dire que oui, à travers des images, à travers des imaginaires, des discours, en donnant la parole à ceux qui n'ont pas forcément la parole habituellement, on arrive à susciter un désir, à rendre désirable un mode de vie, une pensée, une critique du modèle dominant. Et oui, il y a tout un tas de documentaires aujourd'hui qui sont articulés autour de cette pensée-là. Je pense qu'on peut aller plus loin, en soignant la forme aussi, en rendant désirable, en rendant sexy le film fini, c'est-à-dire de ne pas se laisser submerger par le message et de se concentrer que sur cet axe-là. Je pense que reparler de mise en scène, d'image, de montage, de couleur, de lumière, tout ça, ça va parler aussi aux gens. Donc il faut soigner le fond, la forme. Et en effet, je pense que le cinéma est un vecteur puissant de changement. Voilà. Eh bien, est-ce que toi, tu as fait des études pour être cinéaste ou monteur ou... Assez modeste. J'ai passé un BTS audiovisuel en montage, ensuite une licence cinéma, et puis je me suis arrêté là. Très vite, j'ai travaillé. Donc finalement, j'ai à peine 3 années d'études post-bac, c'est pas beaucoup pour se lancer dans l'aventure de faire des films. Et il me semble qu'il y a une carence au niveau de l'éducation, c'est justement cet effet influenceur très puissant qu'a l'audiovisuel dans notre monde, et que même les étudiants, voire même les cinéastes, n'auraient pas assez mesuré l'impact et voir la responsabilité de leur imaginaire, de leur protagoniste, de l'attitude que prend un protagoniste dans son film et de la programmation qu'il opère sur un spectateur. Peut-être que les grosses plateformes type Netflix ou les guerres audiovisuelles type cinéma asiatique contre cinéma hollywoodien versus bollywoodien, je ne sais pas si tu mesurais à quel point il y a une lutte justement d'influence, et que le cinéaste a cette responsabilité et aussi ce pouvoir. Ça doit l'animer. Exactement, et ça doit l'animer. Alors c'est vrai que le cinéma français, c'est un peu dur à le dire, mais je pense qu'il est un peu auto-centré. Il aime bien parler de lui-même, il aime bien la mise en abîme. Et la preuve, c'est que quand le cinéma parle du cinéma, on obtient des financements, à peu près systématiquement. Il est un peu nombriliste. Il aime bien se regarder et il a du mal à regarder véritablement le monde. Alors que pourtant c'est le rôle premier, en tout cas des documentaires, c'est de porter un regard, une subjectivité sur un phénomène social, politique, économique, tout ce qu'on veut, mais de porter un regard et ensuite peut-être une critique. Ce rôle-là, parfois, il est un peu oublié. Et c'est vrai que, par exemple, si on s'intéresse à la thématique écologique, on s'aperçoit que ceux qui font le cinéma, peut-être pas que documentaire, là je parle aussi beaucoup de la fiction, est déconnecté de cette réalité-là parce qu'il vit en ville, il a fait des grandes études dans des écoles de cinéma, il y a un peu de l'entre-soi. Et moi, mon parcours, justement, c'est que je viens pas de là, j'ai pas fait de grandes écoles, j'ai pas fait une école de cinéma. J'ai très vite travaillé pour des petits films, des courts-métrages, du clip vidéo, de l'humanitaire, j'ai touché à tout. J'ai atterri dans la télé un petit peu par hasard et finalement j'ai noué une accroche avec le monde du documentaire. Et je suis arrivé à la salle de cinéma, mais vraiment, oui, en même temps, je viens de là parce que mes parents sont dans l'exploitation cinéma et donc il y avait un rapport un peu intime quand même à tout ça. Mais en tout cas, j'ai pas suivi le parcours traditionnel. Et ce qui fait que je n'ai pas été imprégné, imbibé de tous ces récits qu'on voit dans les courts-métrages ou les films de fiction qui sont un peu hors sol, quoi. Enfin, loin en tout cas des thématiques qui sont souvent à la campagne. Je le disais lors du débat, c'est vrai que les alternatives, elles naissent souvent à la marge, peut-être dans les villes aussi, mais à la marge en tout cas, dans des milieux interlopes, des milieux qui ne sont pas fréquentés peut-être par certains cinéastes. Et je pense que cette déconnexion entre le terrain et ceux qui écrivent, en fait, aussi les scénaristes, fait qu'il y a un problème, quoi. On est déconnecté. Et finalement, c'est le rôle aussi de certains documentaristes qui arrivent un petit peu par le côté, comme ça, quoi, de façon un peu impromptue, de réinjecter
dans la diégèse, dans les récits, des thématiques essentielles, mais qui ont été oubliées pendant trop longtemps. Même si on peut se rassurer, il y a plein de documentaires depuis 10-15 ans qui parlent d'écologie, et il y a de plus en plus de fictions qui inscrivent leur récit, la dramaturgie, dans des univers écologiques. Il y a un film qui sort, qui parle de ZAD actuellement, qui sort sur la plateforme Disney+. Le prochain film de Nakache et Toledano, qui sont deux cinéastes très populaires du cinéma français, inscrivent leur dernière histoire dans la thématique de la ZAD aussi. Donc ça bouge. Voilà. Il y a un rapprochement entre ces thématiques-là qui étaient totalement oubliées et le monde du cinéma. Mais nous, peut-être qu'on aide aussi à remuer, à faire le lien. Peut-être qu'au moins on a cette vertu-là, nous petits cinéastes documentaristes, quoi. Ouais, je pense. Et après, tu parlais des difficultés de financement. En effet, tu peux aller voir la chaîne télé, mais là, tu te confrontes à un problème de cadre éditorial duquel tu ne peux pas sortir, voire dans lequel tu dois t'inscrire. Le cinéma, mais peut-être, je t'entendais parler de précarité dans ce secteur, parce que finalement, c'est toi qui le maintiens avec ton activité professionnelle à côté, mais tu n'arrives pas à en vivre dignement. Est-ce que si on perçoit cette responsabilité, cette capacité d'agir pour demain avec du documentaire qui peut donc influencer, voire le monde de la fiction, on ne pourrait pas fédérer ou en tout cas intégrer le monde de l'entreprise pour aider ces financements? Est-ce que tu as étudié ça? Est-ce que tu penses que ça pourrait obtenir une certaine compatibilité, qu'il y a des chefs d'entreprise qui veulent aussi agir mais ils ne savent pas comment? Ça, c'est une réalité déjà. Justement, les entreprises, le secteur privé vient combler les manques de soutien de la part du public. Même les films de Cyril Dion, qui sont des films avec des budgets beaucoup plus conséquents, sont financés en partie par les acteurs du privé. Moi, je voulais m'en passer parce que derrière, ça pose des questions d'indépendance, d'autonomie. Je préfère être financé par des institutions publiques que privées. Mais force est de constater que je n'ai pas pu m'en passer et que je suis passé par du mécénat et du financement privé. Donc ça, c'est déjà en place. C'est vrai qu'il n'y a pas d'outils qui centraliseraient un peu ces aides-là. C'est un peu éclaté et en fait, chaque production fait un peu avec les moyens du bord. Et donc, s'il faut compléter, on va toquer à la porte d'entreprises vertes, écolo. Après, voilà, ça pose tout un tas de questions. Après, je rassure pour le moment, en tout cas, même si tout ça s'est fait à la marge, il n'y a pas d'intervention sur le fond et la forme. C'est du mécénat, c'est-à-dire on soutient l'action, le message, on n'intervient pas. Moi, je dirais plutôt qu'il faut faire en sorte que le système public ne faillit pas à cette tâche qui est d'accompagner les projets qui favorisent le social, la transition écologique et sociale en fait. Et donc pour ça, il y a des outils qui commencent à être mis en place par le CNC. Il y a eu EcoProd, une société qui s'est lancée autour de la rationalisation de l'impact écologique d'un film, souvent les films de fiction, qui ont des bilans écologiques assez désastreux. Donc, depuis plusieurs années, il y a un mouvement qui est en place. Il y a eu un manifeste qui a été signé à Cannes il y a quelques semaines qui s'appelle CUT, Cinéma Unis pour la Transition, où des grands auteurs, metteurs en scène, réalisateurs, acteurs, actrices se sont réunis et ont dit le cinéma doit changer. Il doit se mettre au service de l'écologie. Donc on va faire en sorte que les films aient des impacts écologiques plus faibles, qu'on transforme les outils de production et surtout qu'on aille vers des récits qui inspirent. Et donc c'est le rôle aussi là, des salles de cinéma, d'adapter la programmation, que ce soit les courts-métrages pour les plus jeunes, des formats jeunesse, et aussi des documentaires, de créer des débats, des espaces de discussion. Donc il y a la considération et la prise en compte de tout ça. Après, moi ce que je vis au quotidien, c'est que ça ne va pas assez vite, et c'est qu'il y a un décalage flagrant entre ces belles grandes idées, ces beaux programmes mis en place, et la réalité par exemple des réalisateurs qui ont du mal quand même à trouver des réponses satisfaisantes et surtout des financements. Donc peut-être que d'ici quelques années ça ira mieux, mais aujourd'hui c'est compliqué. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là, j'ai rencontré plein de réalisateurs qui mènent à peu près les mêmes combats que moi et qui sont dans des formes de précarité. Et c'est bien dommage que, oui, le CNC, les régions n'aident pas suffisamment ce genre de projet, quoi.
Et je t'entendais donc de plaindre, en effet, de cette difficulté. Qu'est-ce qu'il y a? Le système ne fonctionne pas. Pourtant, ton film il passe au cinéma. Tu fais le tour de France. Pourquoi est-ce que tu ne gagnes pas d'argent? Qui prend l'argent? C'est dur à dire. C'est dur à dire parce que quand tu as fait un film, tu as dû vendre tes droits à une production, ou tu me dis je l'ai fait de manière indépendante, donc il devrait t'appartenir. Qu'est-ce qui se passe? Tu passes à une société de distribution? Il faut se rendre compte que pour faire un film, il y a plein d'intermédiaires et il y a plein d'acteurs qui sont indispensables. Et donc moi, je m'inscris dans cette logique-là d'avoir des partenaires. Donc je suis réalisateur, je suis aussi coproducteur du film. Et il y a un producteur délégué qui va aller chercher des financements, qui va défendre un projet avec des convictions. Et il y a un distributeur qui permet d'accéder à la salle de cinéma. Donc en fait, ça, c'est des acteurs qui sont indispensables pour faire un film. Donc on travaille de concert. On fait en sorte que le film il sorte en salle de cinéma. Donc là, c'est une satisfaction énorme pour moi. Il y a une sortie nationale, il y a plusieurs salles qui le diffusent, qui le programment. Et derrière, ça génère quand même des recettes. Mais il faut savoir que tout ça est redistribué de façon plus ou moins répartie, équitable. Mais il faut atteindre vraiment un certain stade pour que l'argent revienne à tout le monde, quoi. C'est-à-dire que ça va profiter plus à certains que d'autres au début. Et en gros, quand le film il est fragile et que ça repose sur des petites économies, c'est pas réparti équitablement parce que les choses sont faites comme cela. Et en fait, si le film fonctionne bien et qu'on atteint plusieurs centaines de milliers de spectateurs, ça devient plus sympa pour tout le monde. Là, voilà, c'est assez inégalitaire, mais je pense que c'est structurel. Et en même temps, d'une certaine manière, j'aurais tendance à dire que c'est logique. Après, je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est compliqué d'en parler. Mais en tout cas, c'est structurel. Celui qui porte le projet n'est pas rétribué à sa juste valeur. Combien tu penses faire d'entrées sur ce film? J'ai fait 65 000 entrées avec mon premier film, mais avec un nombre incalculable de projections hors salle de cinéma. Donc j'ai évalué à 100 000 entrées de façon un peu arbitraire, mais je pense que ça va bien au-delà. Mais il y avait un engouement très fort autour du concept de permaculture. Il n'est pas équivalent avec le terme de low-tech, et ce concept il est peut-être un peu plus jeune, moins identifié en tout cas auprès du public. Ce qui fait que si j'atteins 20, 30 000, 40 000 spectateurs, je serais très heureux. Voilà, c'est un peu la trajectoire qu'on est en train de prendre en ce moment. Mais malgré tout, il y a un retentissement et il ne faut pas sous-estimer le pouvoir qu'il a auprès des gens qui sont déjà un petit peu informés, mais qui manquent encore un petit peu de courage ou qui n'ont pas forcément identifié tous les acteurs français. Et puis voilà, c'est encore une fois le récit qui va les emporter, qui va emporter leur adhésion. Donc ça reste peut-être 20, 30 000, 40 000 personnes qui vont s'approprier aussi le film, qui vont parler autour d'eux. Et tout ça va continuer à se diffuser, à se propager. Tu prévois, tu as le droit à une diffusion YouTube plus tard gratuite ou non? C'est pas dans l'idée de distribuer le film open source? Pour le moment, on vise plutôt une sortie télé après la sortie salle. Il y a une sortie DVD, il y a une sortie vidéo à la demande. Donc il y a d'abord ces supports-là qui vont être privilégiés. Et c'est vrai que la diffusion open source sur YouTube gratuite, accessible à tous, ça ne sera pas pour tout de suite. Parce que voilà, il y a des contrats et on est tenu par les contrats. Et donc il va falloir attendre plusieurs années. Je ne peux pas encore donner l'échéance, mais voilà, il faut patienter. C'est difficile d'être dans cette logique d'open source parce que finalement on s'inscrit dans l'industrie cinématographique, comme je le disais, qui fait appel à plusieurs intermédiaires, à des acteurs indispensables, et chacun a besoin quand même d'être rémunéré, rétribué. Et si on commence à mettre un film gratuitement sur Internet, il n'y a plus de recettes, et donc finalement on ne peut plus financer les acteurs du cinéma. Donc il faut accepter que dans une industrie où il y a plein de liens, d'interdépendance, c'est difficile d'être en accord avec l'open source, quoi. J'ai le retour d'un réalisateur qui, lui, a fait le choix de passer son deuxième film finalement sur YouTube et de ne pas passer par les réseaux classiques. Et il me disait, en fait, je me demande si je ne vais pas faire tout le temps ça. Là, j'ai pris 16 000 € sur une première diffusion sur YouTube. C'est incroyable à côté de ce que je peux gagner à côté. Il y a des questions à se poser. Est-ce que tu as étudié ça? Ouais, moi la réponse, ça serait assez simple. J'ai quand même le plaisir de voir les gens en vrai, de discuter
Donc ça, il y a quand même, je disais, un rapport social direct avec les spectateurs, et ça, c'est inestimable. Il y a plein de réalisateurs de télé qui ne connaissent pas leur public, qui ne leur ont jamais parlé, et c'est hyper abstrait. Moi, je peux dire, j'ai rencontré des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes dans les salles. C'est quand même une expérience humaine hyper enrichissante. Et si je fais des films pour le cinéma, c'est aussi, comme je disais, que j'essaye de soigner la forme et que l'expérience collective de la salle, avec une immersion dans un univers, avec un dispositif sonore et visuel qui fait qu'on ne peut pas switcher ou sortir son téléphone portable et puis regarder l'application pendant qu'on regarde le film, ça c'est aussi très précieux. Et il faut rappeler que la salle de cinéma, elle a un rôle artistique, elle a un rôle social. Et donc moi j'essaye aussi, en solidarité, de faire des films pour la salle de cinéma. Donc même si en effet sortir un film sur une plateforme, ça permet de toucher peut-être plus de gens, de faire plus d'argent, je pense que j'aurai toujours un attachement, en tout cas aujourd'hui c'est toujours le cas, à cette forme un peu low-tech de la diffusion et de la réception d'un film. Ouais. Et tu crois que dans cet esprit de collectif, d'organisation, on pourrait avoir rêvé d'une utopie, d'une fédération des réalisateurs indépendants qui arrivent à unir leur savoir et voir leur réseau pour créer des films avec peut-être justement un équilibre un petit peu autant dans la distribution que dans les retours, plus cohérent avec l'énergie dépensée. C'est une belle utopie, je trouve ça intéressant, un peu comme l'ont fait les paysans par exemple dans ce film, se sont fédérés, se sont organisés entre eux pour s'extirper d'une industrie un peu mortifère. Je ne sais pas si l'industrie cinématographique pourrait être qualifiée de cette façon, mais en tout cas, créer une forme d'autonomisation des réalisateurs, des producteurs qui retrouveraient un peu plus de marge de manœuvre, ça serait pertinent. À ma connaissance, ça n'existe pas vraiment encore. Je sais que certains réalisateurs, moi-même le premier, on m'appelle, on me demande des conseils. Je suis plutôt dans l'esprit open source pour le coup. Je réponds au téléphone et je suis le premier à donner des conseils, à aiguiller, à orienter. Par exemple, il y a un groupe de cinéastes qui a fait un premier film sur la permaculture, sur les low-tech qui a été diffusé sur YouTube. On va se parler la semaine prochaine, ils ont un nouveau projet, et moi je vais peut-être essayer de leur donner des billes pour qu'ils avancent dans la bonne direction et qu'ils trouvent les bons financements. Donc oui, on peut rêver de ça. Il y a un chantier, il y a un chantier à élaborer, à faire, à construire, à mener. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Bon, si on y travaille, peut-être on viendra te voir et avec, te demander si tu avec es plaisir. partant. Il me semble qu'en tout cas, il y a un besoin. Ouais. Ok, je te remercie pour Merci à toi pour l'échange.